Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle mise à jour de Photoshop, celle d'octobre 2018, donc il s'agit maintenant de Photoshop CC 2019. Je vous parlerai aussi des petits problèmes qu'il y a donc avec certaines commandes, donc je vous conseille de ne pas désinstaller totalement encore Photoshop 2018, puisque lorsque vous ferez la mise à jour, si ce n'est pas déjà fait, vous aurez normalement encore l'ancienne version. La vidéo est un peu longue, je vais mettre dans les commentaires des liens pour aller directement sur les parties qui vous intéressent en ce qui concerne donc les mises à jour de Photoshop CC 2019. Bien, nous allons voir la nouvelle page d'accueil de Photoshop CC 2019. Celle-ci se présente tout de suite avec un encart ici dans la partie haute qui va vous permettre de commencer une visite guidée du logiciel avec des tutos dans lesquels vous êtes pris en charge directement dans Photoshop afin de mener à bien un tuto. Vous avez là, si vous cliquez sur comprendre, vous allez trouver plein de liens que vous allez pouvoir ouvrir depuis votre navigateur, avec des tutos donc qui sont ici répertoriés à cet endroit. Bien sûr, dans la page d'accueil, vous allez retrouver dans la partie basse ici les derniers fichiers ouverts dans Photoshop. Donc commençons tout de suite la visite pour vous montrer un petit peu comment cela se présente. Si je clique sur commencer la visite, je vais me retrouver donc avec un projet à réaliser directement dans Photoshop et regardez ici, nous avons des petits repères commentés qui nous indiquent ce qu'il faut faire, avec un texte ici dans le panneau formation. Donc tout cela est souligné en bleu, ce qui nous permet de tout de suite repérer l'endroit où il va falloir cliquer et suivre les indications. Ici je vais cliquer sur suivant et voilà, après je n'ai plus qu'à lire les recommandations et commencer le tuto. Voilà, par exemple ici j'ai retrouvé mon panneau calque, voilà, on me demande voilà, de cliquer sur l'œil ici pour montrer le fonctionnement du panneau calque et voilà, vous n'avez plus qu'à suivre le déroulé du tuto à l'aide des explications. Ok. Si vous cliquez sur tous les projets ici, vous allez pouvoir depuis le panneau formation voir d'autres types de formations qui vont se présenter, classées ici par thème, compétences, retoucher une image, réaliser des effets créatifs et peinture, et bien sûr à l'intérieur de ces thèmes on va retrouver des choses qui existaient déjà dans Photoshop puisque le panneau formation existait déjà dans la version antérieure et tous les projets ici vont fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que vous aurez des explications dans le panneau formation et vous n'avez plus qu'à suivre les recommandations voilà, surlignées en bleu afin de réaliser l'exercice. Dans l'interface est apparue maintenant cette icône là, l'icône page d'accueil. Si vous cliquez dessus, vous allez retourner sur la page d'accueil. Et bien évidemment, si vous ne souhaitez pas avoir de page d'accueil, vous allez aller dans les préférences. Alors dans Windows, il faudra aller dans le menu édition, tandis que sur Mac, il faudra cliquer sur Photoshop préférences ou retenez le raccourci CTRL-K sur PC ou Command-K sur Mac, afin d'aller chercher dans ceci. Au niveau de l'onglet Général, vous pourrez cocher ici désactiver l'écran d'accueil. Et ce faisant, vous n'aurez plus l'écran d'accueil qui s'affichera lors du démarrage de Photoshop et vous n'aurez plus non plus l'icône ici accueil dans la barre des options. Quelques petits changements aussi au niveau de l'expérience utilisateur, notamment la possibilité maintenant d'avoir un aperçu en temps réel des modes de fusion directement dans votre image. Regardez ici, j'ai un calque de réglage de type teinte et saturation. Actuellement en mode incrustation, mais si je clique ici dans le panneau calque pour changer le mode, il me suffit maintenant de survoler le mode de fusion avec mon curseur pour voir en temps réel le changement s'opérer dans l'image. Et vous voyez, le changement se fait vraiment d'une manière très fluide et très rapide. Donc très pratique pour aller trouver le mode de fusion idéal pour notre retouche. L'autre chose concerne la commande transformation. Si je souhaite par exemple changer la taille de ce fond, pour l'adapter à mon image, je vais faire appel à la commande transformation manuelle, donc CTRL-T sur PC, Command-T sur Mac. Dorénavant, le point de référence sera absent par défaut. Pour l'afficher, il faudra cliquer ici. Et vous voyez qu'au niveau de son aspect, il a légèrement changé, il est beaucoup plus visible qu'avant. Bien sûr, vous pouvez à tout moment le déplacer. Donc ce point vous permettra d'opérer des changements d'échelle à partir de celui-ci, ou même des rotations à partir de ce point évidemment. Si vous souhaitez, vous pourrez le positionner à 9 endroits différents, donc en cliquant dans la barre des options ici,
à la manière donc d'Illustrator et d'InDesign. Et le grand changement ici concerne le changement d'échelle qui va se faire en manipulant n'importe quel point de la boîte de transformation, et vous n'aurez plus à utiliser la touche majuscule pour faire une transformation dite homothétique, c'est-à-dire qui respecte le rapport largeur sur hauteur. Donc cela vous permettra vraiment d'éviter les erreurs que l'on voit très souvent chez les débutants lorsqu'on transforme une image. Pour valider maintenant, tout simplement, vous n'avez plus qu'à cliquer en dehors de la boîte de transformation. Bien sûr, vous pourrez encore utiliser les touches Entrée pour valider ou Échappe pour annuler la transformation. Mais le simple fait comme ça de pouvoir cliquer à l'extérieur pour valider, ça nous permettra aussi d'aller beaucoup plus vite, puisqu'avant, tant qu'on n'avait pas validé, Photoshop refusait de fonctionner, et très souvent, on perdait du temps à ce niveau-là. Donc je vais le refaire ici pour mon œil. Regardez, je vais grouper l'œil avec son calque de réglage, et je vais faire appel à la commande transformation manuelle, et je vais changer la taille, tout simplement, sans utiliser la touche majuscule, pour opérer un changement d'échelle en respectant la largeur sur hauteur. Quand j'ai terminé, je clique en dehors de la boîte de transformation. Il est à noter qu'avec les calques de forme, ce comportement sera à l'ancienne, c'est-à-dire que si je fais appel à nouveau à la commande transformation manuelle, si j'opère un changement d'échelle en manipulant une des poignées de transformation, par défaut, je ferai une transformation qui ne respecte pas le rapport largeur sur hauteur. Mais si j'appuie sur majuscule, je vais bien sûr pouvoir à nouveau faire une transformation dite homothétique. Évidemment, si j'utilise majuscule maintenant sur un calque de pixels, avec la commande transformation manuelle, je vais pouvoir faire une transformation donc qui ne respecte pas le rapport largeur sur hauteur. Donc voilà, le fonctionnement est inversé au niveau des calques de forme et des calques de pixels. Au niveau du texte maintenant, si vous cliquez par exemple une fois pour faire un texte ponctuel, vous aurez tout de suite du faux texte qui va s'afficher. Donc ça ressemble très fortement au fonctionnement de l'outil texte dans Illustrator. Ok, et si vous faites un texte de paragraphe, c'est-à-dire en créant un bloc de texte, en faisant un cliquer glisser, celui-ci sera aussi rempli avec du faux texte. Si vous utilisez la commande transformation manuelle sur un texte, vous pourrez opérer un changement d'échelle de la même manière que pour les images, c'est-à-dire sans utiliser la touche majuscule pour faire une transformation qui respecte la largeur sur la hauteur. Et bien sûr, si vous appuyez sur majuscule, cette fois-ci, vous pourrez faire une transformation qui ne respecte pas la largeur sur la hauteur, du coup, modifier comme ça l'apparence de votre texte. Et de même, si vous cliquez à côté, vous validez la transformation. Bien, alors maintenant, si vous utilisez l'outil de déplacement, et que vous double-cliquez sur un calque de texte, vous aurez tout de suite accès à l'outil texte qui vous permettra d'éditer le texte sur lequel vous venez de cliquer. Tout cela permet donc une fluidité accrue de votre flux de travail. Pour voir l'autre nouveauté qui était très attendue, je vais ouvrir le panneau historique. On va parler du retour en arrière. Avant, on faisait Alt CTRL Z sur PC, Alt Command Z sur Mac pour revenir en arrière successivement. Maintenant, CTRL Z, tout simplement, comme dans tous les logiciels, vous permettra de revenir en arrière. Ok, regardez, là je remonte dans mes états d'historique. Et si bien sûr je veux revenir en avant, le raccourci est inchangé, majuscule CTRL Z sur PC ou majuscule Command Z sur Mac pour revenir en avant. Ok, et il faudra dorénavant utiliser Alt CTRL Z sur PC ou Alt Command Z sur Mac pour revenir en avant, revenir en arrière une seule fois comme c'était le cas avant avec CTRL Z. Donc regardez, je vais faire ici sur mon fond un coup de pinceau. Ok, maintenant si j'utilise Alt CTRL Z sur PC ou Alt Command Z sur Mac, je vais pouvoir revenir en arrière une fois, et si je le refais une autre fois, je vais retourner en avant. Donc ça me permettra de voir avant-après très facilement. Par contre, faites attention, si vous retournez en arrière deux fois avec CTRL Z, vous n'aurez plus accès à la commande qui s'appelle, regardez dans le menu édition, activer ou désactiver le dernier état,
ok, qui est Alt CTRL Z sur PC ou Alt Command Z sur Mac. Donc voilà, faites attention à ça. Si vous revenez en arrière 2 fois, vous n'avez plus accès à cette commande. Voilà en ce qui concerne les changements significatifs dans le domaine de l'expérience utilisateur dans Photoshop CC 2019. Le simple fait de voir notre image inversée nous permet d'aller vérifier les erreurs de composition. Avant, il fallait aller dans le menu Images, rotation de l'image et choisir une symétrie horizontale de la zone de travail. Quand on fait ça, l'image est vraiment inversée, c'est-à-dire que tous les pixels sont déplacés. Et si j'enregistre l'image telle qu'elle, lorsque je vais la réouvrir, eh ben, elle sera toujours inversée. Donc ça c'est bien lorsqu'on souhaite voilà, faire quelque chose d'assez définitif. Mais si c'est juste pour une vérification, maintenant vous pouvez aller dans le menu affichage et choisir ici symétrie axe horizontal. Donc là c'est grisé parce que j'ai l'outil recadrage qui est actif. Faites attention à ça, donc si vous le voyez grisé, c'est parce que vous avez l'outil recadrage activé. Si vous prenez n'importe quel outil, vous aurez maintenant accès à symétrie axe horizontal, ce qui nous permet temporairement comme ça d'afficher notre image inversée. Je peux continuer à travailler, bien sûr, regardez, je crée un nouveau calque et je peux aller peindre par exemple voilà, dans ce calque avec mon image inversée. Je vais jeter le calque, et si j'enregistre mon image telle qu'elle, elle sera pas du tout inversée, et lorsque je la réouvrirai, elle sera dans le bon sens. Donc je vais aller ici dans le menu affichage et décocher ici symétrie axe horizontal, et rapidement, puisque tout à l'heure je vous ai parlé de l'outil recadrage, avec cet outil là, de la même manière qu'avec l'outil de transformation, une fois que vous avez terminé votre recadrage, il vous suffira de cliquer à côté, hop, pour valider votre recadrage. Avant, il fallait valider soit avec entrée, soit en cliquant, comme pour la commande transformation manuelle dans la barre des options. Puisqu'on en était à l'orientation de l'image, rappelez-vous que vous avez encore, toujours, dans le même groupe que l'outil main, ici l'outil de rotation de l'affichage qui vous permet aussi de faire tourner votre image comme ça dans tous les sens. Et ça aussi c'est temporaire bien sûr, mais ça vous permet de travailler autrement qu'avec l'image bien droite dans votre plan de travail. Cliquez sur réinitialiser la vue pour retrouver l'image sans rotation. Dans le panneau couleur, on voit apparaître maintenant une roue chromatique. Voilà, vous allez le trouver dans le menu du panneau couleur, ici, roue chromatique. Alors cette roue chromatique vous affiche donc les couleurs en TSL, c'est-à-dire que vous avez au-dessus pour le choix des teintes ici une roue chromatique qui est aplatie. Ok, donc le principe de la roue chromatique, c'est que chaque couleur a une position en degrés sur cette roue. Le rouge est à 0, ok, et lorsque vous allez déplacer le curseur, regardez bien ici le rond sur la roue chromatique, il va tourner, ok, sur cette roue. Donc voilà, c'est le principe de la roue chromatique. Par exemple, on sait que sur cette roue, le jaune est à 60 degrés. Très bien, donc l'intérêt de cette roue, c'est que vous allez tout de suite identifier par exemple les couleurs complémentaires, donc qui seront l'opposé de la couleur choisie. Ok, et vous pourrez aussi identifier très facilement les autres couleurs en fonction de votre couleur principale et avec les règles chromatiques que vous aurez établies. Là, ici, vous avez au milieu un triangle qui va vous permettre d'aller soit, regardez, faire varier la luminosité. Regardez, lorsque je déplace le rond ici, le long du côté gauche du triangle, le curseur luminosité va se déplacer. Si je me mets ici dans la partie opposée, je vais jouer sur la saturation. Et lorsque je vais être à la base ici du triangle, je vais jouer sur la luminosité. Donc très simplement, vous choisissez votre teinte sur la roue chromatique et ensuite vous allez choisir la saturation, la luminosité de votre couleur. Nous avions déjà, bien sûr, le mode TSL disponible dans le sélecteur de couleurs, par exemple. Lorsque nous choisissons une couleur, par défaut, on est ici sur teinte. Cette teinte est exprimée en degrés, puisque là, en vertical, nous avons la roue chromatique qu'on retrouve ici, éclatée, donc aplatie et affichée en vertical. On retrouve ici, dans le carré, donc la possibilité d'aller chercher une couleur plus ou moins lumineuse ou plus ou moins saturée, voilà. De la même manière, dans le panneau couleur, vous avez ici le cube de teinte, voilà, qui reprend exactement ce principe.
Rappelez-vous que dans Photoshop, si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau du choix de vos couleurs, vous avez à votre disposition dans le menu fenêtre extension, vous avez ici thème Adobe Color. Si vous l'activez, vous allez voir une roue chromatique aussi, avec la possibilité, si vous cliquez ici, de définir comme couleur principale la couleur que vous avez ici en couleur de premier plan. Il suffit de cliquer ici et vous allez ensuite choisir en cliquant ici une règle de couleur. Vous aurez à votre disposition toutes ces règles de couleurs. Par exemple, si vous choisissez complémentaire, vous aurez les couleurs complémentaires qui s'afficheront en fonction de votre couleur principale. Voilà, donc vous aurez un choix ici. Vous pourrez déplacer bien sûr vos couleurs sur la roue chromatique. Ok, donc elles se déplaceront uniquement dans le respect de votre règle de couleur. Ok, vous aurez d'autres règles bien sûr. Par exemple, si je prends triade ici, voilà à quoi correspondent les triades. Je pourrais aussi donc faire varier mon choix en fonction de cette règle. Les couleurs proposées s'afficheront ici. Et si je veux les ajouter à mon nuancier, il suffit de cliquer ici pour les ajouter au nuancier. Il y a aussi quelques petits changements au niveau des alignements. Au préalable, lorsque vous souhaitiez centrer un calque par rapport au document, il fallait sélectionner à la fois le calque ou le groupe de calques et l'arrière-plan, ou trouver une référence dans le document pour faire votre alignement. Maintenant, si vous cliquez sur les trois petits points dans la barre des options, après avoir choisi l'outil de déplacement, vous aurez une option ici qui vous permet d'aller choisir sur quoi vous allez vous aligner. Soit c'est sur la toile, soit c'est sur la sélection. Si je souhaite aligner par exemple le gros rond ici par rapport à l'arrière-plan, donc par rapport à la toile, donc je vais aller l'identifier. Il s'agit bien de celui-ci. Si je clique donc sur les trois points ici, je vais m'aligner donc sur la toile et je vais pouvoir maintenant faire un alignement centré, hop, horizontalement par rapport à la toile. Une nouveauté arrive aussi, c'est la répartition de l'espacement. Jusqu'à présent, on pouvait faire des répartitions soit par rapport au centre, soit par rapport aux côtés des éléments. Regardez, si je sélectionne tous mes groupes ici et que je leur fais faire une répartition par rapport au centre, vous allez voir ce qui va se passer. Donc par rapport ici au centre, si je mesure chaque centre, ils seront tous équidistants. Mais moi, j'aimerais plutôt que chaque élément ait le même espacement entre eux. Pour cela, je vais cliquer sur cette icône ici pour faire une répartition horizontale des espacements. Et voilà, maintenant, entre chaque élément, j'ai le même espace. Bien sûr, la même chose sera valable verticalement. En ce qui concerne l'espace de travail, vous avez la possibilité maintenant de le verrouiller, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus sortir par exemple un panneau de son groupe ou tout simplement le déplacer dans votre espace de travail. Pour cela, vous devez aller dans le menu Fenêtre, Espace de travail et cliquer ici sur Verrouiller l'espace de travail. Lorsque celui-ci est verrouillé, vous ne pourrez plus déplacer de panneaux dans votre espace de travail. Bien sûr, vous pourrez continuer comme ça à agrandir ou réduire l'affichage des panneaux sous forme de vignettes. Vous pourrez aussi agrandir ou réduire l'espacement de vos panneaux, de cette manière-là. Bien sûr, les icônes pourront être agrandies, et voilà, vous pourrez changer la taille de vos panneaux, mais vous ne pourrez plus les déplacer dans votre espace de travail. Pour le déverrouiller, retournez dans le menu Fenêtre, Espace de travail et décochez Verrouiller l'espace de travail. Bien sûr, vous savez très bien que lorsque l'on déplace des panneaux, c'est pour avoir une meilleure visibilité ou pour le mettre à côté d'une image sur laquelle on est en train de travailler. Et pour tout ranger très facilement, allez dans le menu Fenêtre, Espace de travail et allez ici, par exemple, si vous étiez dans les indispensables, réinitialiser les indispensables, ce qui vous permettra de retrouver votre espace de travail tel qu'il était lorsque vous l'avez sauvegardé ou tel qu'il était dans Photoshop, puisque vous avez une partie des espaces de travail qui sont des espaces de travail définis par défaut et les vôtres sont sauvegardés en haut lorsque vous avez enregistré votre espace de travail. On va pouvoir maintenant réaliser des opérations mathématiques élémentaires dans les champs numériques. Pour cela, vous allez devoir utiliser des signes mathématiques simples comme le plus, le moins, le diviser, le multiplier et même le pourcentage.
dans tous les champs numériques disponibles dans Photoshop, vous pourrez réaliser ce type d'opération. Par exemple, si je souhaite faire avancer cet avion en X, alors plutôt ici, donc en X, je vais dire, je voudrais qu'il soit 153 pixels plus loin. Je vais taper plus 153 par exemple, et voilà, il a avancé de 153 pixels, ce qui nous donne voilà ce résultat. Donc Photoshop va réaliser pour vous ce type de calcul très simple. Je pourrais aussi par la même occasion dire je souhaite qu'il soit plus grand de 54% par exemple. Je vais mettre ici juste avant le signe pourcentage plus 54. Au préalable, j'ai fait attention de bien cocher ici la chaîne pour que la transformation se fasse aussi en hauteur. Et voilà, donc il me calcule bien sûr le résultat. Bon, là c'était simple parce qu'on est parti avec 100 au départ, mais si maintenant, vu que j'ai 154, si je souhaite maintenant le réduire, allez, je vais faire moins 23. Voilà, je vais trouver ce chiffre-là calculé par Photoshop. Ok, donc on va voir des exemples un petit peu plus intéressants. Admettons que je souhaite trouver la couleur complémentaire de cet avion-là, voilà, que j'ai pris soin de dupliquer. Je vais aller utiliser ici l'outil de sélection de tracé puisque c'est un objet vectoriel. Et dans la barre des options, je vais cliquer sur le rectangle de couleur pour le fond. Cliquez ici pour avoir le sélecteur de couleur. Et voilà, ma couleur ici actuelle est à 198 degrés. Rappelez-vous, si vous souhaitez la couleur complémentaire, ce sera donc l'opposé de cela. Donc je dois soit ajouter 180, soit retrancher 180 degrés. Ici, si j'ajoute 180 degrés, je vais dépasser 360, donc du coup, je vais être limité à 360. Donc ici, il vaudra mieux que je retire 180 pour trouver la couleur complémentaire. Donc je fais moins 180, et voilà, j'ai maintenant la couleur complémentaire de mon bleu, très facilement calculée grâce à cette faculté, donc à Photoshop maintenant, de réaliser pour vous des calculs mathématiques dans les champs numériques. Maintenant, vous pouvez dessiner en symétrie, donc c'était déjà là dans la version précédente, mais il fallait aller l'activer dans les préférences, et cette option n'était pas encore tout à fait terminée. Donc ici, je vais aller chercher mon outil pinceau, je vais peut-être réinitialiser mes couleurs en appuyant sur D, voilà, comme ça je vais dessiner en noir. Vous avez maintenant dans la barre des options cette icône là qui représente une espèce de papillon. Si je clique dessus, je vais avoir là des axes de symétrie que je vais pouvoir choisir. Par exemple, si je prends l'axe vertical, voilà, il apparaît, et je vais pouvoir regarder maintenant, après avoir validé cet axe, je vais pouvoir regarder si je dessine d'un côté, mon dessin sera reporté aussi de l'autre. Bien sûr, vous pourrez activer le lissage, là ce sera très intéressant pour faire donc des dessins avec de belles courbes. Ok, donc voilà, je vais pouvoir dessiner des choses en symétrie. Très bien, ça a fonctionné aussi avec l'outil crayon, ok, et ça fonctionnera aussi avec l'outil gomme. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'outil a été quand même grandement amélioré. Alors, je vais revenir en arrière pour effacer tout ça. Je vais créer quand même un nouveau calque pour travailler de manière non destructive. Vous avez donc, je ne vais pas tous les passer bien sûr, mais vous avez ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe à la fin. C'est radial et mandala. Alors radial, ici, vous allez devoir définir le nombre de segments. Ok, si j'en mets 8, ça va faire un peu beaucoup, mais je vais vous montrer. Regardez, voilà. Maintenant, je vais pouvoir, alors je vais prendre peut-être l'outil pinceau, je vais pouvoir donc dessiner des choses comme ça le long de 8 axes différents. Ok. Et si je choisis cette fois-ci mandala, je vais mettre 5 segments, oh non, 6 segments. Ok, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Voilà, donc bien sûr, il faudrait prendre son temps pour faire quelque chose d'intéressant, mais vous voyez toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour faire des choses de cette manière-là. Tous ces axes de symétrie sont en fait des tracés que vous allez retrouver dans le panneau tracé. Vous voyez, les derniers que j'ai dessinés sont là, et je vais pouvoir passer de l'un à l'autre. Il suffira que je fasse un clic droit dessus, puis cliquer ici sur convertir en tracé de symétrie, et cette fois-ci, voilà, donc je n'ai plus le mandala, mais j'ai le radial maintenant qui est actif.
Et voilà, je vais pouvoir passer d'un axe de symétrie à un autre. Et si je prends par exemple diagonale, voilà, il apparaît ici. C'est maintenant lui qui est actif. Au passage, vous voyez que j'ai plus besoin de valider ici. Il suffit que je clique à côté, voilà, pour faire la transformation. Donc là, je suis en train de dessiner un petit peu n'importe quoi. J'ai pas vraiment prévu d'exemple très probant pour vous montrer cela, mais il y aurait beaucoup de choses à dire au niveau de la relation entre les tracés et les axes de symétrie pour dessiner. Je pense que j'explorerai tout ça dans un tuto un peu plus approfondi plus tard. Un nouvel outil fait son apparition, c'est l'outil image ici que vous allez trouver dans la barre des outils à ce niveau-là. Le raccourci c'est K. Alors, je trouve que la traduction de la version anglaise est pas super. Les Anglais appellent ça l'outil cadre, ce qui est beaucoup plus juste à mon avis que l'outil image, qui peut prêter à confusion. On verra ça tout à l'heure lorsqu'il s'agit de convertir un objet vectoriel en cadre. C'est pas vraiment heureux de l'avoir appelé image, mais bref. Cet outil va nous permettre de placer des images dans un cadre. Par défaut, vous aurez deux formes disponibles, la forme rectangulaire et la forme elliptique, et ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver dans InDesign, notamment au niveau des blocs d'images. Lorsque vous avez des cadres qui sont dans votre document, vous aurez dans le panneau calque un nouveau calque qui va apparaître avec cette icône là en bas à droite, donc qui représente un rectangle avec une croix à l'intérieur, comme l'icône de l'outil en lui-même. Et ce calque viendra avec une vignette blanche si il n'a pas de contenu, et avec la vignette de l'image quand il sera rempli. On va pouvoir mettre dans un cadre uniquement des calques de pixels. On ne pourra pas mettre de calques de texte, ni des calques de forme. En revanche, on pourra y glisser des objets dynamiques. Alors comment on peut déjà dessiner un cadre? Tout simplement, il suffira de faire un cliquer-glisser dans votre document avec l'outil image, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà, donc ça créera un calque de ce type. Alors comment on fait pour remplir un cadre maintenant? Vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez le faire après avoir sélectionné donc la vignette du cadre dans le panneau calque depuis le panneau propriété. Vous avez ici image incrustée. Vous allez pouvoir choisir ici soit une image depuis le site Adobe Stock, soit depuis votre panneau bibliothèque, soit depuis votre disque dur. Dans ce cas, il faudra choisir entre une image qui sera incorporée ou liée. Donc je vais par exemple choisir ce cadre-là, et je vais aller depuis le panneau propriété, choisir d'incorporer une image depuis mon disque dur. Allez, je vais prendre par exemple cette image-ci. Ok. Donc l'image arrive en tant qu'objet dynamique puisque j'ai pas décidé de la lier, et par défaut lorsqu'on importe une image dans Photoshop, elle arrivera en tant qu'objet dynamique. Bon, ce comportement vous pouvez le désactiver bien sûr depuis les préférences. Lorsque vous avez importé une image, vous avez donc la vignette ici qui était blanche, qui est remplie par l'image en question. On va retrouver dans le panneau propriétés les propriétés qui sont bien sûr les mêmes que ceux des objets dynamiques. Vous allez pouvoir modifier le contenu ou le convertir en tant qu'élément lié, tout ça, ça change pas. Et vous allez voir les limites ici apparaître en noir en dehors du cadre si votre image est plus grosse. Si vous avez encore l'outil cadre à sélectionner, vous allez pouvoir déplacer l'image, vous voyez, à l'intérieur du cadre. Donc voilà, si vous dépassez du cadre, eh ben, l'image va être, vous voyez, comme si elle était dans un masque en fait, comme si elle était écrêtée en fait, voilà, elle va sortir. Ok. Et vous pouvez bien sûr la transformer avec la commande transformation manuelle, d'accord, pour l'agrandir, voilà, si vous le souhaitez, de cette manière. Vous pourrez bien sûr toujours avec l'outil transformation manuelle opérer des rotations. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau des transformations du cadre en lui-même, regardez, si je clique sur la vignette du cadre, je vois apparaître des poignées de transformation. Je vais bien sûr pouvoir faire des transformations de ce cadre. Donc vous voyez du coup, le cadre se réduit, donc l'affichage de l'image aussi. Très bien.
Je ne pourrai pas, en revanche, faire de rotation du cadre. Donc, je vais le remettre comme il était à peu près. Voilà, il était jusque là. Si je fais un changement d'échelle à partir d'une des poignées, celle-ci ne sera pas homothétique. Si je souhaite qu'elle le soit, je vais appuyer sur la touche majuscule en même temps pour faire une transformation qui va respecter le rapport largeur sur hauteur. En revanche, si je sélectionne les deux vignettes, c'est-à-dire que si j'appuie sur majuscule et que je clique aussi sur la vignette de l'image et que je fais appel à l'outil de transformation manuelle, je vais pouvoir transformer les deux, c'est-à-dire le cadre et l'image en même temps. Et cette fois-ci, vous voyez, la transformation se fera de manière homothétique et je vais pouvoir, de cette manière-là, faire une rotation du cadre ce coup-ci. Alors que je ne pourrais pas le faire si je sélectionne le cadre tout seul. Donc je reviens en arrière, voilà, CTRL Z, très bien. Ensuite, je vais pouvoir faire un cliquer-glisser depuis ma bibliothèque. J'ai ici une image que je vais pouvoir glisser directement dans un cadre. Mon image est un peu petite, donc je vais la remplacer avec une autre image. Alors je vais vous montrer une autre façon de faire pour importer une image. Dans un cadre, je vais utiliser ici un navigateur. Là, c'est Adobe Bridge, mais j'aurais pu utiliser le navigateur de mon système d'exploitation. Je vais faire un cliquer-glisser directement depuis ce navigateur dans mon cadre. Je vais un petit peu changer la taille, voilà, de l'image, puisque vous voyez que l'image arrive parfaitement ajustée avec le cadre lorsque l'on procède de cette manière. Alors une autre manière que vous avez pour importer une image, c'est tout simplement, après avoir sélectionné un cadre, d'aller chercher dans le menu, ici, Fichier, Importer et lier, ou Importer et incorporer, c'est à vous de choisir, et du coup, aller chercher sur votre disque dur une image, voilà, afin de l'importer dans le cadre. Si vous avez déjà une image dans votre document, et que vous souhaitez la mettre dans un cadre, il suffira de la déverrouiller. Vous allez voir que s'il y a un cadre de libre, automatiquement, alors ça c'est un comportement qui est un petit peu étrange. Alors, regardez, ici j'ai un cadre de libre là. Si je déverrouille l'image, automatiquement elle va arriver dans le cadre libre, dans le cadre qui était vide en final. Donc il faudra faire attention avec ça, puisque j'ai remarqué que lorsque vous avez un cadre qui est vide, si vous ajoutez une image, automatiquement l'image ira dans ce cadre. Donc voilà, il faudra faire attention à ça. Lorsque vous procédez de cette manière, l'image n'est pas ajustée au cadre, il va falloir l'ajuster par la suite. Donc ici je vais utiliser l'outil de transformation manuelle pour réduire un petit peu la taille de cette image et la déplacer. Après avoir sélectionné la vignette de mon cadre, j'aurai la possibilité, depuis le panneau propriétés, d'ajouter un contour à celui-ci. Okay, par défaut, il arrivera noir, mais si je clique ici sur le contour et ensuite sur ce rectangle pour ouvrir le sélecteur de couleur, j'aurai la possibilité d'aller chercher une couleur dans le sélecteur ou à l'aide de la pipette. Ok. Ce contour, vous aurez le choix entre un alignement intérieur, centré ou extérieur. Je vais le mettre à l'extérieur pour voir. Ok, je vais désélectionner un petit peu ça pour voir ce que ça donne. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah oui, vous avez quelque chose d'intéressant ici. Si vous importez une image qui a une composition de calque, vous pourrez donc du coup afficher plusieurs versions de cette image à l'aide de la composition de calque. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je vais sélectionner ce cadre. Je vais aller chercher ici à incorporer une image qui aurait une composition de calque. Par exemple, celle-ci. Voilà, alors cette image ne correspond pas tout à fait au ton de mon document actuel, mais c'est pas bien grave. Alors, je vais déplacer l'image un petit peu. Et cette image, en fait, je vais vous montrer comment elle est réalisée. C'est une image avec 3 calques, et dans le panneau composition de calque, j'ai plusieurs compositions de calque. J'ai ici choisi l'homme debout, si je clique ici, j'ai l'image avec la femme assise, et si je clique là, j'ai la femme debout. Puisque j'ai enregistré cette image avec une composition de calque, je vais retourner dans mon document,
Et dans le panneau propriétés du cadre, je vais pouvoir choisir ici la composition de calque qui me convient. Donc par exemple, ici, la femme assise. Et je vais pouvoir déplacer, voilà. Là, cette image-là est un peu plus dans le ton que l'autre. Donc du coup, regardez, si je me mets avec une autre composition de calque, la femme debout, voilà, je vais la voir apparaître aussi. Donc ça, c'est tout à fait intéressant hein, pour pouvoir, comme ça, faire des essais avec plusieurs types d'images. Bien, donc il y a aussi la possibilité, si vous voulez, à partir d'une forme, n'importe quelle forme vectorielle, de créer donc un cadre. Alors pour cela, il faut faire un clic droit sur le calque de forme et aller chercher comme ça dans le menu contextuel ici, convertir en image. Donc vous voyez que convertir en image, franchement, c'est vraiment pas très parlant hein, lorsqu'il s'agit de convertir un calque de forme en cadre. Là, on aurait l'impression qu'on va convertir notre calque de forme en calque de pixels en fait. Hein, quand on dit convertir en image, enfin moi c'est comme ça que j'aurais pu le penser. Alors qu'en fait non, si vous faites convertir en image sur un calque de forme, alors vous aurez une petite boîte de dialogue qui va s'afficher comme ça, il faudra donner un nom, et si vous validez en faisant OK, vous allez vous retrouver donc avec un cadre, voilà, que vous pourrez bien sûr peupler avec une image. Voilà, je vais chercher une image vite fait pour vous montrer que c'est vraiment un cadre. Je vais prendre peut-être, pourquoi pas cette image là qui est... Oh, celle-ci là, parce qu'elle est bien dans les tons. Voilà, je vais la glisser là-dedans, et voilà. Donc bon, la composition est un petit peu bizarre, mais voilà, c'était juste pour vous montrer que l'on pouvait mettre... Alors faites attention, si vous avez sélection automatique avec l'outil de déplacement, ça va pas choisir le cadre, donc il faut bien voilà, désélectionner sélection automatique, et comme ça vous aurez la possibilité de déplacer que le cadre. Si l'image n'est pas bien, voilà, on va pouvoir la déplacer après avoir sélectionné la vignette de celle-ci. Ok, alors autre chose un petit peu curieux, c'est que si je souhaite par exemple ajouter une ombre portée, vous voyez par exemple sur cette image là, si je souhaite ajouter une ombre portée, vous allez voir que ça va pas fonctionner du tout. Je vais aller chercher un effet, ombre portée, et en fait l'ombre portée, voilà, là ici j'ai la boîte de dialogue, des paramètres de l'ombre portée, on va pas la voir, vous voyez l'ombre portée apparaît derrière ici. En fait, elle n'apparaît pas parce qu'elle est dans le cadre, en fait. C'est comme si on avait écrété l'effet. Si je réduis en revanche l'image, ou si je la déplace tout simplement pour vous montrer, voilà, l'ombre portée est bien présente, hein, mais elle est en fait dans le... Elle sort pas du cadre. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Si vous souhaitez mettre une image dans une forme avec une ombre portée, il vaudra peut-être mieux utiliser le système ancien de l'écrétage d'image. Donc ici, je vais supprimer cet effet, ok, remettre l'image à l'intérieur, et voilà. Bien sûr, vous pourrez ajouter par-dessus des calques de réglage qui agiront comme à leur accoutumée, donc sur tous les calques en dessous, et bien sûr sur les images contenues dans des cadres. Et si vous écrétez ce réglage, il agira uniquement sur le calque d'en dessous, hein, comme d'habitude. Et puisqu'ici j'ai un objet dynamique, si j'ajoute un filtre dynamique à ce calque, par exemple, allez, je vais mettre au pif ici un flou de profondeur de champ, ok, donc voilà, il est très fort comme ça, il est bien visible. Vous voyez que maintenant on va se retrouver au niveau du calque ici avec un masque de fusion pour les filtres dynamiques, on va avoir les filtres en dessous comme d'habitude. Vous pourrez aussi bien sûr ajouter un masque de fusion, par contre il faudra bien cliquer sur la vignette de l'image pour avoir accès ici à l'icône créer un masque de fusion, et bien sûr vous pourrez masquer cette image dans le cadre. Ok, donc là je suis en train de faire vraiment un truc qui est très moche. Bon, par contre pour supprimer le masque, vous allez voir que vous allez avoir un petit peu de mal, car ça semble, enfin en tout cas chez moi ça semble ne pas fonctionner. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est passer par le menu calque, aller chercher ici masque de fusion et supprimer. Ok. Et donc pour les filtres en revanche, les filtres dynamiques, vous pouvez directement les glisser à la poubelle, ça va fonctionner. Enfin voilà, dites-moi si pour vous, si vous avez du mal aussi à supprimer un masque de fusion sur un calque cadre, parce que moi en tout cas ça a l'air d'être le cas. Vous pourrez vous servir de texte pour faire un cadre si vous le souhaitez.
Alors je vais plutôt mettre ici de l'extra bold et puis augmenter la taille de mon titre. Ok. Si vous faites un clic droit sur le calque texte, vous pourrez le convertir en image, c'est-à-dire du coup en cadre. Ok. Vous lui donnez un nom et vous pourrez glisser une image à l'intérieur. Par contre, une fois que vous avez fait ça, le texte n'est plus du tout éditable. Si vous souhaitez garder votre texte éditable, il vaudra mieux, dans ce cas, écrêter une image sur un calque de texte. Donc pour en revenir au petit problème que je vous disais, si je crée par exemple un cadre, allez, je vais le mettre ici parce que j'ai plus beaucoup de place, et que je souhaite maintenant ajouter une image ailleurs dans mon document qui est déjà bien chargé, je vais supprimer le titre et je vais supprimer ça, voilà. Si je souhaite par exemple ajouter en haut une image, alors que j'ai un cadre ici qui est vide, je vais avoir beaucoup de mal à le faire. Je vais désélectionner ici tous mes calques en allant dans le menu sélection, désélectionner les calques, ok. Et si j'importe une image, je vais l'incorporer. Allez, on va dire celle-ci, même si c'est pas tout à fait dans le ton de l'image. Et vous allez voir que voilà, des fois, l'image, si je la déplace au-dessus d'un cadre, elle va rentrer dedans. Et regardez bien, le cadre est en bas, l'image est en haut. Si je mets l'image au-dessus du cadre, l'image va rentrer dans le cadre. Donc il faudra faire attention à ça, lorsque vous avez des cadres vides, de ne pas faire de fausses manipulations. Je vais importer une nouvelle image dans mon document et regardez, si vous avez un cadre qui est sélectionné automatiquement, l'image va arriver dans ce cadre. Donc il faudra bien faire attention si vous souhaitez importer une image dans votre document, qu'il n'y ait pas de cadre sélectionné. L'idéal c'est même qu'il n'y ait aucun calque sélectionné. Allez dans le menu sélection et cliquez ici sur désélectionner les calques. Et là vous allez pouvoir maintenant importer une image. Alors on va dire celle-ci. Ok, je valide. Et maintenant regardez, si je crée un cadre par-dessus l'image, automatiquement l'image sera donc contenue dans ce cadre. Bien, on va voir encore 2-3 petites choses avec cet outil. Je glisse une image ici dans mon document et je vais, donc là je l'ai importé, ok, et je vais aller donc chercher l'outil image et je vais créer donc un cadre, voilà, ok. Donc très bien, j'ai mon cadre ici. Si je veux supprimer maintenant l'image qu'il y a dans le cadre, c'est-à-dire que j'aimerais me retrouver à nouveau avec un cadre vide. Alors plusieurs possibilités, je peux faire un clic droit ici, donc vous allez trouver soit supprimer une image du calque, soit supprimer l'image. Alors il va falloir faire la distinction entre les deux, et là quand on parle d'image, il faudra vraiment garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas de votre image ici qu'il y a dans le cadre, puisque au niveau de la traduction, il s'agit en fait du cadre. Quand on parle de l'image ici, c'est du cadre. Donc là, voilà la confusion qui peut y avoir à ce niveau-là. Moi, si je vois supprimer l'image, j'ai l'impression que si je clique là, je vais supprimer mon image. Et c'est pas du tout le cas en fait. Si je clique voilà ici sur supprimer une image du calque, je vais supprimer le cadre tout simplement et je vais me retrouver avec mon calque de pixels tout seul sans le cadre. Ok. Je vais revenir en arrière pour vous montrer maintenant que si je fais supprimer l'image, je vais me retrouver avec une boîte de dialogue qui ressemble à celle qu'on a lorsqu'on supprime un groupe. Donc on va me demander de supprimer soit l'image et son contenu, dans ce cas je vais perdre tout le calque en fait, ou alors l'image uniquement, et ça sera la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire supprimer l'image, je vais me retrouver uniquement avec mon calque de pixels. Donc si je fais image et contenu, vous allez voir que, hop, voilà, j'ai plus de calque, et si je choisis image uniquement, je vais supprimer le cadre, et je vais me retrouver avec mon calque de pixels tout seul, voilà, sans cadre. Vous trouverez une des options ici, dans le menu calque, à ce niveau-là, supprimer une image du calque. Donc là, vous supprimez en fait le cadre, ok. Vous trouverez aussi toujours dans le menu calque ici. Il faudra garder à l'esprit que dans ce cas, évidemment, on parle du calque cadre, ok. Donc ici, j'ai la possibilité, vous voyez maintenant, dans mon panneau calque, de renommer ce calque cadre.
Bien, je vais vous montrer autre chose aussi un peu curieux. Je vais cliquer ici sur la vignette de mon calque de pixels contenu dans mon cadre. Je vais appuyer sur Alt pour faire une copie de ce calque de pixels. Donc je maintiens Alt enfoncé et je déplace ici, vous voyez, au-dessus de tous mes calques. J'ai la double flèche qui m'indique que je suis en train de faire une copie. Je lâche le clic avant le Alt. Ok, et je me retrouve donc avec une copie, hein, vous voyez ici, de mon calque de pixels au-dessus de tous les calques. Si je prends maintenant l'outil cadre et que je fais ça, ben, ça fonctionne. Et des fois ça fonctionne pas du tout. Alors je ne sais pas pourquoi là ça marche. Donc là ça a marché. Je vais le déplacer ici. Je vais recommencer. Ok, je prends maintenant l'outil, voilà. Et là ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, vous voyez, j'ai l'outil cadre ici, l'outil image pardon, qui est actif. Je souhaite remettre un cadre par-dessus cette image, et là, ça marche pas du tout. Donc voilà, il y a des petits bugs à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. Alors si je le place en dessous pour voir, est-ce que là, ça va fonctionner? Alors peut-être que je cache les autres cadres. Voilà, et là, ça marche. Donc bon, voilà, donc il faudrait peut-être en parler un petit peu à l'équipe de développement pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là. Avec l'outil image, si vous cliquez sur un cadre, vous allez automatiquement le sélectionner. Vous voyez, dans le panneau calque ici, j'ai sélectionné à la fois le cadre et son contenu. Si je veux sélectionner que le cadre, je vais me placer sur celui-ci. Ok, hop, voilà, je l'ai sélectionné. Si je double-clique, je me retrouve avec les deux sélectionnés. Et si je double-clique à nouveau, je vais sélectionner que l'image. Voilà, donc vous pourriez aussi le faire depuis le panneau calque. Il suffira d'appuyer sur majuscule pour sélectionner les deux. Donc je vais sauvegarder cette image-là et on va voir ce qui se passe si j'ouvre une image qui contient un cadre dans la version antérieure de Photoshop. Donc ici je suis dans Photoshop CC 2018 et j'essaye d'ouvrir une image que j'ai enregistrée dans CC 2019 qui contient donc des calques images, c'est-à-dire des cadres, et on va voir ce qui se passe. Donc là je vais cocher conserver les calques. Ok, donc voilà, il m'ouvre tout ça, puisque tout à l'heure hein, j'ai fait beaucoup d'images. Je vais supprimer tout ce qui est inutile, donc celle-là et celle-ci, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, il semblerait que j'ai un groupe, ok, qui est déplié, j'ai une image dans ce groupe, et vous voyez au-dessus, voilà ce qu'il m'a fait. En fait, il a ajouté un masque vectoriel, il a converti donc le cadre que j'avais créé dans Photoshop CC 2019 en objet vectoriel. Hein, il a du coup masqué ce groupe et mon image est dans le groupe. On va pouvoir retrouver donc nos cadres créés avec la version 2019 dans la version 2018. Ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de l'outil image dans Photoshop CC 2019. Bien, nous allons voir maintenant la nouvelle commande qui s'appelle remplissage d'après le contenu. Cette commande va nous permettre d'agir sur les paramètres de l'algorithme contenu pris en compte. Contenu pris en compte, on le trouve très souvent, hein, notamment dans la commande remplir. Au préalable, vous devez faire une sélection. Si vous allez chercher cette commande, remplir ici dans le menu édition, ou utiliser le raccourci majuscule plus F5, ou si vous êtes sur un arrière-plan, vous pouvez appuyer sur la touche supprime. Si vous faites un remplissage avec contenu pris en compte, Photoshop analyse ce qui se passe en dehors de votre sélection, analyse l'image et essaye de remplir cette sélection avec ce qu'il trouve autour. Donc vous voyez, il m'a fait ce genre de résultat après avoir activé la commande remplir avec contenu pris en compte, mais le résultat n'est pas super. Il est allé chercher des choses un petit peu trop loin dans l'image et j'aimerais bien pouvoir agir sur justement cette zone de recherche et c'est ce que va nous permettre en fait la nouvelle commande qui s'appelle remplissage d'après le contenu. Donc je vais revenir en arrière. Donc j'ai ma sélection que j'ai réalisée au lasso. Et je vais aller chercher donc cette commande, remplissage d'après le contenu. Vous allez vous retrouver avec deux fenêtres. La fenêtre de gauche va vous présenter votre sélection plus la zone de recherche de contenu pris en compte, tandis que la fenêtre de droite vous montre l'aperçu, le résultat de la retouche. Donc là vous voyez qu'on obtient exactement le même résultat que j'ai obtenu tout à l'heure avec la commande remplir avec contenu pris en compte, puisque c'est le même algorithme.
Donc vous voyez, la zone verte ici est en fait la zone de recherche actuelle de l'algorithme. Et ici, avec les outils qu'on a dans cette petite barre des outils, on va pouvoir, notamment avec le premier outil, ajouter ou supprimer de la zone de recherche. Donc ici, je vais lui dire ne recherche pas en face ici. Donc je vais, voilà, avec ici, je me suis mis en soustraire à la sélection. Donc je soustrais tout ça, toute cette zone, et je pourrais même soustraire tout ça autour. Voilà, et on va voir un petit peu le résultat. Donc c'est calculé en temps réel. Toute modification que vous ferez ici sera retransmise là. Juste avant de peaufiner un petit peu ma zone de recherche, je vais vous montrer 2-3 paramètres ici. Vous avez les options d'échantillonnage ici, c'est-à-dire l'opacité de la zone de recherche. Vous pourrez augmenter donc cette opacité ou la réduire. Vous pouvez aussi indiquer une couleur, hein, ça dépendra de la dominante que vous avez dans votre image pour mieux la voir. Vous pourrez aussi lui indiquer que c'est pas la zone d'échantillonnage que vous souhaitez afficher, mais plutôt la zone exclue. Donc dans ce cas, il nous montrera l'inverse. Okay. En dessous, vous avez des paramètres de remplissage. On va pouvoir jouer sur l'adaptation des couleurs, l'adaptation de la rotation. On pourra aussi faire une adaptation en fonction de l'échelle ou une adaptation en miroir. Après, en ce qui concerne les paramètres de sortie, on pourra sortir soit avec le calque sélectionné, c'est-à-dire que la retouche sera directement sur notre calque, ou alors, et c'est fortement conseillé, utiliser plutôt un nouveau calque pour mettre la correction dessus, ce qui nous permettra de revenir en arrière si besoin. On aura aussi la possibilité de dupliquer le calque en entier avec la correction réalisée dessus. Bien, alors moi je vais ici me concentrer sur la zone de recherche, puisque regardez, à ce niveau-là, c'est pas encore super. J'ai pas envie qu'ils me prennent cette zone-là par exemple. Voilà. Je trouve qu'il va un petit peu trop loin. Alors je vais réduire encore. Le résultat est en temps réel recalculé. Donc voilà, je lui ai indiqué à peu près cette zone-là de recherche. Et je vais lui demander de me faire une petite adaptation de la rotation. Donc je vais essayer avec faible au départ. Ok, donc au niveau ici du trait jaune, c'est un petit peu mieux. Par contre, il est allé me chercher trop d'arbres ici. Il faudrait peut-être que j'ajoute un petit peu de route ici. Voilà, le résultat est pas trop mal. Bon, on s'aperçoit qu'ici, il m'a mis de la route ici, à ce niveau-là. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, je vais voir au niveau ici de l'adaptation, peut-être des couleurs. Je vais mettre 100 pour voir. Ok, donc au niveau ici des arbres, c'est mieux. Sur la route, c'est pas super. Je vais ajouter de la route peut-être à ce niveau-là. Ok, donc il m'a fait ça maintenant. Je vais essayer d'augmenter peut-être l'adaptation de la rotation. Non, c'est pire. Donc je vais revenir avec une faible adaptation de la rotation. Je vais essayer d'augmenter l'adaptation des couleurs pour voir. Non, là c'est pas bon dans les arbres, donc je vais enlever ici l'adaptation des couleurs. Réduire peut-être ici. Je vais réduire tout ça et je vais augmenter la route peut-être uniquement. Donc voilà, là c'est un petit peu mieux. Donc en fait on s'aperçoit rapidement que cette commande ne fait pas de miracle. Il faudra trouver donc le bon compromis entre le temps qu'on va y passer ici et le temps qu'on aurait passé à faire une correction manuelle. Il y a des corrections qu'on pourrait rapidement faire plus vite à la main. Hein. Si j'avais fait une duplication de cette route là, que je l'avais ensuite déplacée ici avec les outils de transformation, on aurait pu peut-être adapter plus facilement la route. Donc voilà, en fait, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de miraculeux avec cet outil. Il y aura toujours des choses à faire après. Hein. Donc je valide ici sur un nouveau calque. Je peux annuler la sélection. Et donc on voit que sur un nouveau calque, j'ai maintenant la correction qui a été appliquée. Et ma foi, il ne me restera plus qu'à peaufiner un petit peu la retouche, récupérer le trait ici pour qu'il soit bien droit, reporter cette zone ici à ce niveau-là, au niveau de ce qui m'a rajouté en trou au bord. Et voilà, on va dire que c'est une bonne base pour poursuivre ma retouche. Donc on va voir peut-être d'autres cas. On va essayer la commande avec cette image. Donc je vais faire une sélection rapide. Alors je vais essayer
d'utiliser l'outil de sélection rapide et ici de cliquer sur sélectionner un sujet. D'après ce que j'ai lu, la recherche du sujet dans l'image a été améliorée dans CC 2019. Elle serait plus rapide, donc on va essayer. Donc oui, effectivement, c'est un peu plus rapide. Le résultat est pas super. Donc je vais me mettre ici en mode masque, prendre un pinceau avec une dureté peut-être assez forte, et j'ai paramétré le mode masque de telle sorte que lorsque je peins les zones sélectionnées. Donc j'ai double-cliqué ici sur l'icône pour avoir accès aux options de masque. Et je vais peindre tout autour. Donc la dureté là est importante puisqu'il ne faut pas qu'on ait trop de zones qui soient floues dans la sélection. Donc un bordure pour une sélection, pour une recherche avec l'algorithme, le contenu pris en compte, ouais, c'est important. Ok, donc là j'ai bien fait dépasser un petit peu ma sélection, puisqu'il faut absolument aussi que la sélection dépasse, hein, pour que le contenu pris en compte puisse bien comprendre que l'on cherche au-delà de notre sélection. Il ne faut pas non plus aller trop loin. Ok, donc je valide en revenant ici en mode normal après avoir cliqué sur cette icône-là. J'aurais pu le faire au lasso, hein, bien sûr, à ma sélection. Et je vais aller chercher la commande remplissage d'après le contenu. Donc là, on voit que, bon, il y a encore des petits problèmes à ce niveau-là. C'est parce qu'il est allé me chercher des zones un petit peu trop loin dans l'image. Donc je pourrais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire tout restreindre en laissant une toute petite zone autour. Sinon, ça fait un message d'erreur. Et voilà, le fameux message d'erreur. Donc je suis allé trop loin. Voilà, je vais lui laisser un tout petit bout ici. Et je vais cette fois-ci ajouter uniquement cette zone autour d'elle et essayer de voir qu'est-ce qui m'a mis en trop. Donc c'est cette partie-là. Alors je vais réduire le pinceau. Cette partie-là, voilà, qui m'a ajouté, je veux pas. Ok, donc déjà c'est un petit peu mieux. Ensuite, ça je souhaite peut-être pas qu'il me l'ajoute non plus. Ok, et je vais lui dire que ça, tu me l'enlèves aussi. Je vais enlever aussi tout ce qui est en dessous là. Ok, donc c'est un petit peu mieux. Donc cette zone là, c'est, si je regarde bien, je vais enlever ça. J'enlève aussi la partie haute là, puisque ça sert à rien. Ok, donc c'est pas trop mal, il faut regarder de loin. Donc ici il a du mal quand même à comprendre. Je vais rajouter quand même cette zone. Ok. Alors est-ce que ça fait illusion de loin? C'est surtout ça qu'il faut voir. Je vais rajouter ça. En tout cas là, au niveau des pieds, ça a pas mal marché. Par la suite aussi. Mais là ce qui est gênant, c'est plutôt ici au niveau du bassin. Alors si j'ajoute ça, qu'est-ce que ça va me faire? Ouais, c'est pas super quand même. Vous disposez d'un outil ici de sélection qui va vous permettre d'ajouter ou supprimer de la sélection. Vous voyez ici, si j'ajoute la sélection, il va aussi remplir cette zone. Ok. Donc là, ça a un petit peu aidé. Je vais essayer aussi de lui demander de me remplir cette zone-là pour voir si ça peut pas aider. Voilà. Et là, c'est nettement mieux. Vous voyez, le simple fait ici de lui indiquer qu'en fait, vous souhaitez remplir une zone plus grande. Voilà, là je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, donc là j'ai pas besoin de faire d'adaptation de couleur puisque au niveau de la teinte c'est à peu près la même chose partout. Une fois que j'ai terminé, je vais peut-être essayer de lui demander de me remplir ça aussi pour voir et tout ça. Au niveau des pieds là. Voilà, là ça marche moyen, mais c'est pas mal quand même. C'est pas trop mal, ça peut faire illusion. Bon, une fois que vous êtes satisfait avec le résultat, bien sûr, vous sortez hop sur un nouveau calque et vous pourrez ensuite peaufiner la retouche. Ok, je vais vous montrer aussi que voilà, si vous souhaitez supprimer par exemple cette statue dans cette image là, la nouvelle commande ne sera pas d'un très grand secours, puisque au niveau de la retouche là on a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on aurait pu obtenir, voilà, si on fait une recherche, si on fait une recherche restreinte, ok, je peux lui dire ici peut-être de jouer sur l'échelle. Donc à ce niveau-là, c'est peut-être un petit peu mieux. Bon, la rotation, là, c'est pas la peine. L'adaptation des couleurs non plus, c'est pas la peine de le cocher. Je vais lui demander d'aller pas si loin sur le parquet.
Donc au niveau du parquet ici, ma foi, c'est pas trop mal. Il y aurait encore du boulot. Mais là, vous voyez ici, quoi que je fasse à ce niveau-là, il aura beaucoup de mal à recréer ce qu'il y a derrière. C'est tout à fait normal. Donc on peut se servir, bien sûr, de cela comme une base de travail et ensuite peaufiner le reste avec les autres outils correcteurs. Hein. Donc il faut vraiment pas s'attendre à quelque chose de miraculeux avec cette commande. Autre chose aussi, si j'utilise cette image-là et que j'essaye de faire une correction, pourtant simple, hein, il aura beaucoup de mal à la faire. Donc là, je vais restreindre la zone. Ok, donc il me propose ça. Je vais essayer peut-être miroir ici pour voir. Voilà, donc il me propose voilà, le résultat comme ça. Et là, c'est pareil, hein, j'aurais beau essayer d'aller chercher plus ou moins loin, le résultat sera jamais très convaincant. Alors qu'il aurait suffi hein, d'aller chercher dans cette zone-là, de faire un miroir et de la remettre ici. Comme quoi, contenu pris en compte, analyse parfois un petit peu bizarrement. Ok, donc mais là, bon, ça peut servir de base aussi, puisqu'après il suffira de recopier une ligne ici, la mettre ici. Bon, pour ce genre de retouche, vous disposez d'un filtre qui s'appelle point de fuite, qui vous permet de faire des retouches en perspective. Voilà. Un autre cas où on pourrait se dire que l'outil va bien fonctionner, c'est ça, très simplement. Ici, si je souhaite enlever ce reflet, je vais donc aller chercher cette fameuse commande, remplissage d'après le contenu. Ok, et donc voilà, le résultat est vraiment pas bon du tout. C'est normal parce qu'ici, je lui ai pas indiqué de s'adapter à la rotation. Et il va me chercher aussi une zone qui est trop grande. Donc ici, je vais réduire un petit peu tout ça. Je vais supprimer. Et maintenant, je vais lui dire d'aller me chercher uniquement dans cette zone. Ok, donc voilà, il calcule, il me donne ça. Si je souhaite qu'il prenne en compte aussi la rotation, je vais lui dire bah, cette fois-ci maxi peut-être. Ok, donc maxi c'est peut-être un peu trop, je vais me mettre en moyenne. Ok, c'est encore trop, je vais mettre faible. Bien, alors là, ça a presque fonctionné. Alors du coup, j'ai pas essayé élevé. Ouais, alors qu'est-ce qu'il va me chercher en trop ici? Je vais peut-être lui dire de supprimer tout ce qu'il y a au-dessus. Ok, et peut-être que je peux lui demander aussi de supprimer... Alors je vais essayer de faire juste une partie. Je lui dis voilà, recherche-moi juste ce qui est en face. Très bien, et si je mets miroir ici pour voir... Ok, alors je vais essayer d'enlever à ce niveau-là de la recherche. Ok, et je vais juste essayer quelque chose. Si j'augmente la zone ici de retouche, alors là ça va pas être bon puisque du coup il va me remplir cette zone là avec quelque chose qu'il ne voit pas. Donc voilà, et je vais augmenter peut-être ici la recherche. Non, là c'est vraiment pas bon. Je vais revenir en arrière. Je vais me mettre en faible ici, adaptation de la rotation. À moyenne, ça marchait mieux. Échelle, ok, donc là, ça me donne ça. Donc vous voyez que même avec tout ce qu'on a ici comme paramètres, ce genre de retouche qui est pourtant pas extrêmement complexe, ça, c'est pas très facile pour lui de trouver. Je vais essayer peut-être d'augmenter ici. Non, c'est encore pire. Bon, très bien. Donc je vais laisser tomber là, puisque franchement une retouche comme ça, c'est pas très compliqué à réaliser. Hein. Il aurait suffi, si je reviens en arrière avec ma sélection, hein, d'aller récupérer une zone ici que je vais reporter très simplement à l'aide d'un copier-coller. Donc très simplement, j'aurais fait une transformation de ma sélection. J'aurais mis le point de rotation ici, tourner ma sélection, peut-être comme cela. Je fais un copier, je valide, je duplique le contenu de cette sélection dans mon nouveau calque, avec CTRL-J sur PC, commande J sur Mac. Je fais appel à nouveau à la commande transformation manuelle, je pose ici l'axe de rotation et je fais tourner voilà, ma copie ici. Après, peut-être qu'il faudrait que j'adapte avec la transformation.
Bon, à peu près. Ensuite, je peux aller chercher peut-être un mode de fusion comme obscurcir ou un autre. Je pense qu'obscurcir ici fonctionnerait mieux. Et voilà, j'ai déjà une base de retouches que je pourrais ensuite continuer à modifier, hein, puisqu'ici on voit que c'est pas super. Mais voilà, donc très rapidement avec les anciennes méthodes, pas besoin ici d'aller chercher contenu pris en compte pour faire ce genre de retouche. Donc vous aurez compris que voilà, cette nouvelle commande remplissage d'après le contenu vous permettra de réaliser parfois des corrections plus rapidement qu'au préalable, mais ce n'est pas non plus quelque chose de miraculeux. Vous aurez souvent et quasiment toujours besoin de revenir sur la retouche ensuite pour peaufiner votre correction. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me dire dans les commentaires les nouveautés que vous avez appréciées. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Cela sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos. Et justement, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.